Et salut à tous, comme tous les jours à 17 h, on se retrouve pour parler MMA. On est le lundi 13 novembre, ce week-end avait lieu l'UFC 295, donc forcément on en parlera, on parlera d'Aspinal, de Benoît Saint-Denis, etc. On parlera aussi des Nurmagomedov, on parlera des combats de MMA à main nue, la promotion de Jorge Masvidal qui ont lieu ce week-end, et on parlera bien sûr de plein d'autres choses. C'est parti. Et on commence avec la performance de Tom Aspinall. Alors franchement c'était brillant, il a pris la ceinture de la meilleure des manières, victoire par KO au premier round, il n'y a rien à dire. C'est incontestable. Alors moi, au début du combat, je trouvais qu'il était un peu moins mobile que d'habitude. En plus, très rapidement, il prend une grosse frappe au visage et j'ai eu peur que ce soit la fin. Il est resté debout. Franchement, le menton a été testé sur celle-là. Le protège-dents a bien bougé. Il l'a dit d'ailleurs en conférence de presse que le protège-dents avait failli voler. Il avait mal à la mâchoire d'ailleurs en conférence de presse. Mais il expliquait qu'il n'était pas sonné. Il dit, je pense que Sergey a cru que j'étais sonné, mais j'étais pas sonné du tout. Par contre, ça m'a réveillé. Je me suis dit, attention, faut pas rester devant. Faut bien faire ce que j'avais prévu dans le game plan. Faut bouger, faut trouver des angles de frappe. Faut pas que je reste devant et que je cherche la bagarre, sinon je vais perdre ce combat. Il a aussi expliqué qu'il était blessé et il a dit ouais voilà, maintenant je peux le dire, le combat est passé. Très honnêtement, j'ai pas pu m'entraîner pour ce combat, j'ai dit oui et 3-4 jours après je me suis fait mal au dos, j'avais super mal, je pouvais pas m'entraîner du tout, donc j'ai fait beaucoup de massages, j'ai été voir un chiropracteur, etc. Il dit là ça va mieux, mais j'ai quand même toujours mal, je suis toujours gêné, donc je vais m'occuper de ça en rentrant en Angleterre. Il a aussi dit que le game plan, c'était les calf kicks. Et on dit souvent, il y a deux écoles, on en parlait la semaine dernière. Il y a ceux qui disent pour casser les bras d'un mec qui frappe fort, faut taper avec les tibias dans les bras. Et il y en a d'autres qui disent faut taper les jambes. Si tu détruis les jambes, le mec a plus d'appui et les bras partiront plus. Écoutez, c'est ces deux écoles. Là, en tout cas, on a vu qu'il avait opté pour les calf kicks et pour le mouvement. Bah ça, le mouvement, il l'avait dit, ça n'en était pas caché. Je peux pas rester devant lui, il faut que je bouge. Ça lui a plutôt réussi. Il a expliqué que c'était un grand soulagement parce que le fait de prendre le combat en short notice, le fait d'être blessé, de mal pouvoir s'entraîner, il dit honnêtement dans le vestiaire j'étais pas rassuré, je me demandais ce que je foutais là, et puis finalement ça l'a fait, il était très content de sa performance. Il a aussi expliqué que pour la suite, là déjà, il aimerait prendre un petit peu de temps off, un petit peu de vacances. Il a aussi expliqué que le combat qui le fait rêver, c'est Jon Jones. Il dit moi je veux Jon Jones. Maintenant, je sais pas quand ça aura lieu parce que moi je veux pas attendre trop longtemps. Je veux quand même être actif. Alors si Jon Jones doit affronter Stipe Miocic au mois de juillet et qu'ensuite je dois attendre, ça lui fait quasiment 1 an à attendre. C'est un petit peu long, surtout qu'on en reparlera après. Mais Dana White a confirmé que pour lui le combat qui a du sens, c'est Jon Jones contre Stipe Miocic. Donc écoutez, on sait pas trop ce que ça va donner. D'ailleurs, Cyril Gane a fait un tweet en disant félicitations, maintenant tu deviens le mec qui est chassé et moi je suis le chasseur. Alors tout de suite, Aspinall a dit ouais c'est drôle, mais moi à Paris j'ai voulu l'affronter, il a pas voulu parce que j'étais derrière lui, bah maintenant il va attendre. Je pense qu'il devrait faire un combat contre Almeida. Donc écoutez, Almeida veut le combat contre Gane, Aspinall veut que Gane affronte Almeida. Maintenant, je sais pas, parce que Aspinall, ok, il est champion intérimaire poids lourd. D'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce qu'il est incontesté ou pas? Parce qu'au vu de sa performance de samedi, je pense que dans l'esprit de beaucoup de fans, le vrai champion, c'est lui, même s'il y a Jon Jones derrière. Là, il a marqué beaucoup de points. Je pense qu'on peut ouvrir un débat là-dessus. Mais voilà, si Dana White lui dit à Aspinall, t'affrontes Cyril Gane, il va pas non plus avoir le choix. Je veux dire, c'est pas Jon Jones, c'est pas Conor McGregor, il en est pas encore là. Donc je pense au final, il fera quand même ce qu'on lui dira de faire. Après, je pense que l'UFC va être reconnaissant parce que Dana White est toujours reconnaissant envers les gars qui prennent des short notice. Surtout qu'il a encore dit à Aspinall, moi je suis dans la conversation pour le titre depuis un petit moment. Je peux vous dire que tout le monde a refusé Pavlovich et moi je l'ai accepté. Il a aussi dit qu'il y aurait très certainement un rematch un jour entre lui et Pavlovich. Il dit je pense qu'il va mettre tout le monde KO dans la catégorie et qu'un jour ou l'autre on va devoir se réaffronter. Dana White a aussi ouvert l'idée, alors c'est un journaliste qui lui a posé la question, d'un combat à Wembley. Donc dans un stade de foot en Angleterre, il a dit moi ce serait mon rêve, Jon Jones à Wembley devant ma foule pour le titre incontesté des poids lourds, c'est vraiment ce que je veux. Est-ce que ça aura lieu? Écoutez, je ne sais pas, mais de plus en plus, Dana White il y a quelques temps il disait jamais on fera un UFC dans un stade, ça s'y prête pas, moi j'ai pas envie. Là aujourd'hui il a ouvert la porte à un Wembley, on lui a aussi parlé du Brésil pour Pereira dans un stade, il a dit oh, vous voulez tous m'envoyer dans un stade ou quoi? C'est pas faux, mais c'est vrai que nous les gens qui sommes fans de foot, enfin les pays où il y a une grosse culture foot, c'est le stade. Le stade ça vit beaucoup, en Angleterre j'en parle pas, au Brésil etc. Donc écoutez, peut-être qu'on verra ça un jour, mais on va reparler de Dana White tout à l'heure.
Il a aussi expliqué que ce titre, il le doit surtout à ses années d'entraînement dans différents endroits, dans différentes salles. Il dit, moi, j'ai bougé partout. Je me suis entraîné avec mon père. Son père avait une salle. Hein. Il dit, donc moi, depuis que je suis gosse, je traîne dans la salle. Il dit, avant mes 8 ans, je te dirais que je venais, je m'entraînais un peu, je m'en fichais un peu. Puis c'est plus à partir de 8 ans où j'ai commencé à être sérieux. Mon père m'emmenait en compétition tous les week-ends. Il m'emmenait dans toutes les salles de sport. On a bougé partout. Je me suis entraîné avec la famille Fury pendant des années. Je me suis entraîné avec Rico Verhoeven. J'ai bougé dans le monde entier. Et aujourd'hui, j'ai réussi à mettre tout ça en application pour être champion. Moi, j'aime bien cette mentalité dans les arts martiaux d'aller voir ce qui se fait partout, de l'adapter à son style, un peu comme ce qu'avait dit Yann Gary, on en a parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Moi, c'est une mentalité que j'aime bien et là, aujourd'hui, on voit que ça a payé, donc c'est la preuve que ça marche. Hein. Tu peux être fidèle à ta team tout en allant à droite, à gauche, prendre des conseils. Et puis écoutez, voilà, maintenant, le problème pour lui, je pense, ça va être de savoir qu'est-ce que va faire l'UFC avec John Jones. Est-ce qu'on va lui faire défendre sa ceinture intérim? Est-ce qu'on va lui donner une priorité pour prendre Miocic ou Jones? Écoutez, tout ça c'est dans le flou pour l'instant, c'est un sacré bazar dans la catégorie poids lourd, mais écoutez, Dana White a donné une interview, je vous propose d'en parler un petit peu parce qu'on va avoir quelques éclaircissements. Il a notamment, un journaliste lui dit, oui, est-ce que tu penses qu'on arrive vers un nouvel âge d'or des poids lourds? Moi c'est ce que je pense que les poids lourds à l'UFC, pendant longtemps on a critiqué que le niveau était pas exceptionnel. On sait que quand les poids lourds combattent, ça attire beaucoup de monde, même des gens qui suivent pas le sport, de voir des poids lourds ça leur plaît. Le spectacle n'était pas forcément au rendez-vous ces dernières, je sais pas, 5-10 ans, je vais grossir le trait, hein. Il y a eu des très bons combattants, Daniel Cormier, Stipe Miocic, mais c'était pas un âge d'or. Là, on a l'impression qu'il y a 5-6 combattants qui peuvent s'affronter, faire des beaux combats. Donc écoutez, Dana White a confirmé, il dit ouais, les mecs évoluent beaucoup, et heureusement, parce que ça fait évoluer le sport. Il est plutôt satisfait de ça. Il a aussi dit, il a réitéré hein, que lui, ce qu'il veut, c'est Stipe contre Miocic. Il dit c'est le plus grand de tous les temps contre le plus grand poids lourd de tous les temps. Moi, c'est ce que je veux voir. Donc, bon, c'est pas bon signe pour Aspinall, mais ce que je comprends pas avec Dana White, c'est que Stipe Miocic, il y a la semaine dernière, a dit ouais, je comprends pas, on m'a pas proposé le titre intérim. Et là, Dana White dit oui, j'ai fait un déjeuner avec Stipe Miocic, il m'a dit que le seul combat qui fait sens pour lui, c'est Jones. Alors Dana White, on sait vraiment jamais ce qu'il pense, donc honnêtement, le seul moment où on va savoir ce qu'il pense, c'est quand les combats vont être annoncés. D'ici là, je dirais que rien n'est signé, tout peut arriver. Il a aussi forcément parlé du main event de la soirée, un Prochaska contre Pereira. Il a l'air de beaucoup aimer Pereira, hein. Bah, il l'a beaucoup poussé, on le sait, hein. Et Pereira est arrivé au titre chez les poids moyens beaucoup plus vite que quelqu'un d'autre. Là, en 2 combats, il se retrouve à combattre pour le titre des lourds légers, donc tant mieux pour lui, hein. Il a une carrière au Glory qui parle pour lui aussi. Et il a expliqué qu'il serait le prochain quand il sera prêt. Alors par contre, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Donc on le sait, hein, Pereira, lui, il a appelé Adesanya dans la cage. Dana White a dit que si Adesanya devait monter, il dit j'y crois pas trop, mais s'il monte, on lui donnera sûrement un combat avant, et s'il gagne ce combat, il pourra aller combattre Pereira. Donc pourquoi pas. Maintenant, si il met très longtemps à se remettre de sa blessure, parce que c'est quand même assez sérieux ce qu'il a, Pereira a dit qu'il voulait être actif. Alors est-ce qu'il prendra le vainqueur de Blachowicz contre Rakic? Est-ce qu'il prendra le vainqueur d'une potentielle revanche entre Johnny Walker et Ankalaev? C'est pareil, il y a de quoi faire. Blachowicz d'ailleurs a dit il a tweeté plusieurs tweets en disant oui, pourquoi t'appelles Adesanya, nous on a fait une split décision ensemble, tu me dois un combat, tu m'as battu à la split décision, c'est pas une vraie victoire, etc. Puis après il a clarifié, il dit moi j'ai rien contre Pereira, c'est juste que parfois mes émotions prennent un peu le dessus, je trouve qu'on a un combat qui s'est terminé sur une split décision, moi je suis pas d'accord avec ça, je pense que je suis légitime pour avoir ma chance au titre. Écoutez, si Rakic, pourquoi pas, je pense qu'il sera légitime, Blachowicz. Après, il y a aussi, comme je dis, Ankalaev Walker, le retour de Hill, il peut se passer beaucoup de choses dans cette catégorie. Écoutez, on verra ce que ça donne. Concernant Stipe Miocic, d'ailleurs, pour revenir un peu chez les poids lourds, il explique, parce qu'on a un journaliste qui dit oui, est-ce que tu sais ce que ça va donner, John Jones et Stipe Miocic? Est-ce qu'ils vont prendre leur retraite ou est-ce qu'ils vont rester un peu pour essayer de défendre la ceinture et unifier les ceintures aussi? Et il dit je sais pas du tout, même Miocic ne sait pas, il m'a dit moi je veux John Jones et après on verra. Donc écoutez, la suite au prochain épisode, j'ai envie de dire. Il a aussi parlé de Conor McGregor. On lui dit ouais là ça pousse beaucoup, on parle d'un combat contre Chandler à l'UFC 300. Il a dit rien n'est signé, quand ce sera signé je vous en parlerai. On lui dit oui mais t'as vu Conor McGregor, il insiste vraiment pour combattre, il dit qu'il veut être actif. Il dit vous inquiétez pas, quand j'aurai des nouvelles je vous en ferai part. Il a aussi parlé un peu pour les prochains combats en Europe, hein, parce que ça parle beaucoup d'un UFC en Espagne. Alors il dit ouais mais nous on parle de beaucoup de choses, on voudrait aussi retourner en Angleterre, on a 2 champions actifs en Angleterre, dans la personne de Leon Edwards et maintenant d'Aspinall. Il a aussi parlé de la France, d'ailleurs il y a une rumeur peut-être d'un UFC en France au mois de mars, c'est Benoît Saint-Denis qui a lancé ça,
on en reparlera. On lui a aussi dit ouais, t'as vu, t'as fait une très belle carte, la salle était pleine à craquer alors que t'avais que des combattants respectueux qui n'ont pas fait de trash talk. Et lui il a dit oui c'est vrai, mais quand tu mets des combattants talentueux sur une carte, les hardcore fans savent ce que c'est et ils seront toujours présents. Il dit quand on a perdu John Jones et qu'on a mis Aspinall contre Pavlovich à la place, les vrais hardcore fans, ceux qui suivent l'UFC depuis des années, savaient que c'était un super combat. Pour parler un peu de la France, on lui a posé une question, est-ce qu'il connaissait Baki? On lui dit voilà, Baki va combattre pour la ceinture au Ares le week-end prochain, il a été sparring partner de Khamzat Chimaev pour son dernier combat, est-ce qu'il est dans les petits papiers de l'UFC? Et il a dit bah écoute, moi je le connais pas du tout, mais s'il va combattre pour un titre la semaine prochaine, je pense que je vais le connaître assez prochainement. On lui a aussi demandé ce qu'il pensait de Wilder qui veut passer en MMA. Il a dit moi j'aime beaucoup Deontay Wilder, faut voir ce que ça va donner. Donc est-ce qu'on verra Wilder à l'UFC un jour? Je ne sais pas. Il a aussi parlé de la Sphère, vous savez, cette salle de spectacle dans laquelle il a dit qu'il voulait organiser le plus gros événement de sport de combat retransmis en live à la télé. Il dit ça y est, c'est signé, on va faire l'UFC, l'Independence Day du Mexique là-bas au mois de septembre prochain. Ça va être un truc de dingue. Il dit par contre c'est un casse-tête parce que la salle n'est pas conçue pour les sports de combat. Il dit donc faut qu'on voit comment on met la cage, comment on fait ci, comment on fait ça, mais c'est super excitant, je suis très content d'être là-dedans et vous allez voir ça va être quelque chose d'énorme. Il a aussi parlé de la boxe, parce que vous savez, HBO et Showtime arrêtent de diffuser la boxe, et lui il a le Fight Pass, hein. Je sais pas si certains d'entre vous sont abonnés au Fight Pass, mais pour ceux qui savent pas, c'est comme un Netflix des sports de combat UFC. C'est l'UFC Fight Pass, et puis il a d'autres ligues qui le diffusent, des combats, des reportages, etc. Il y a de la boxe anglaise, et il dit ouais je pense qu'il y a quelque chose à faire pour nous sur le Fight Pass, avec la boxe anglaise, on pourrait bien être la prochaine place à diffuser les combats. Donc écoutez, si vous voulez vous faire une petite culture boxe anglaise, je sais pas quel genre de combat il diffusera, mais s'ils ont cette envie-là, s'il y a de l'argent à faire, forcément ils vont y aller. Il a aussi parlé d'Alex Pereira qui pourrait combattre au Brésil. Du coup, l'idée du stade est venue suite à ça. Mais lui, il dit oui, Pereira, il mérite d'aller au Brésil. Il a combattu 3 fois au Madison Square Garden. Il a gagné 2 ceintures là-bas. Si je peux le faire combattre au Brésil, ce serait une très belle chose. Il a aussi parlé de Benoît Saint-Denis qui mériterait un main event. Il dit oui, honnêtement, avec ce qu'il fait, pourquoi pas. Je pense qu'il mérite d'avoir son main event en France. Alors, bon, il y a aussi Cyril Gane qui est très très populaire. Il y a Manon Fiorot qui est un peu plus au-dessus dans les rankings. Elle est dans la discussion pour un titre. Alors, j'ai peur que pour Benoît, ce soit un peu compliqué. Mais s'il y a 2 événements l'année, je pense qu'il y en a un qui peut aller à Saint-Denis parce qu'il est extrêmement populaire et de plus en plus. On lui a aussi demandé, parce que maintenant l'UFC et la WWE font partie de la même compagnie, on lui dit est-ce que ça va faciliter des combattants de l'UFC qui vont aller faire des shows de catch et des catcheurs qui viendront à l'UFC? Il a dit non, ça va pas plus faciliter, si ça doit se faire comme ça s'est fait avec Brock Lesnar, ça se fera, mais même quand on n'était pas dans la même équipe, enfin dans la même société, ça se faisait, donc si ça doit se faire, ça se refera encore. Et forcément, on lui a posé la question d'un combat, une soirée UFC PFL avec un combat John Jones Ngannou. Et là, il est sorti de ses gonds. Il a dit aux journalistes ouais, t'as gagné le prix de la question la plus bête de la soirée. Est-ce que je devrais faire ça? J'ai rien à gagner à faire ça. Ngannou, quand il était ici, il a jamais voulu affronter John Jones. Alors maintenant, c'est trop tard. Je veux plus faire ce combat. Écoutez, c'est Dana White, hein, il dit ça aujourd'hui, il dira peut-être le contraire demain s'il y a un gros billet à faire. Maintenant, moi, vous savez ce que je pense que l'UFC a rien à gagner à faire ça. Alors, de l'argent, bien sûr, mais si son champion se fait taper par le champion du PFL, c'est pas bon pour le business. Donc, à mon avis, je crains un peu pour ce combat. Il nous a aussi parlé de Mark Zuckerberg, parce que vous savez, je vous parlais la semaine dernière justement de Mark Zuckerberg qui voulait faire un combat de MMA. Et il dit oui, Mark Zuckerberg, il s'y connaît vraiment, il sait ce qu'il veut, il sait tout ça, il connaît très bien le MMA, il est souvent là, et j'ai envie de faire des choses avec lui. Et justement, il y a un partenariat entre l'UFC et la société Meta, donc c'est le groupe Facebook, hein, et donc dans leur métaverse, dans le métaverse de Facebook, si vous avez un casque, le casque vraiment de Facebook, et que vous allez dans le métaverse, vous pouvez voir des événements du Fight Pass gratuitement, en réalité virtuelle apparemment. C'est un partenariat qui vient d'être lancé, hein, donc moi j'ai pas de casque de réalité virtuelle, j'ai pas pu aller vérifier par moi-même, mais c'est un partenariat qui a été signé, donc écoutez, est-ce qu'on va bientôt suivre des événements live de l'UFC en réalité virtuelle, je sais pas, mais ça pourrait donner quelque chose de très beau à regarder. Ensuite, un petit mot plus précisément d'Alex Pereira, parce que vous vous doutez bien que sa performance n'a laissé personne indifférent. Il devient double champion en 7 combats à l'UFC, c'est du jamais vu, c'est le recordman. Il a appelé Adesanya, comme je l'ai dit. Jamal Hill, lui, a dit que franchement, ce qu'il avait vu dans la cage samedi, que ce soit Prochaska ou Pereira, ils étaient pas au niveau. Il dit moi, je suis sûr que je peux les battre. Quand je vais être de retour en pleine santé, vous allez voir, je vais récupérer ma ceinture. Adesanya, lui, avant le combat, avait dit les poids moyens peuvent me remercier d'avoir battu ce gars-là, parce que sinon, il aurait détruit tout le monde pendant un certain temps. Écoutez, c'est une bonne question, je sais pas, parce que moi chez les poids moyens j'aurais aimé voir Pereira faire d'autres combats, par exemple contre Vettori d'ailleurs qui a dit que Pereira était très bon mais qui pensait qu'il pouvait le prendre.
Vettori, avec son style de grinder, de venir faire de la boxe un peu sale, et puis de t'accrocher, de te mettre contre le grillage, de te mettre au sol. Est-ce que Pereira aurait survécu? Je ne sais pas, mais j'aurais beaucoup aimé voir ça. Robert Whittaker aussi, qui a un style bien particulier. Donc c'est sûr que tous ces gars-là, Pereira peut les mettre KO, mais est-ce que eux peuvent le battre? C'est quelque chose que j'aurais aimé savoir. Un dernier petit mot de l'UFC 295 avec Benoît Saint-Denis, bien sûr. Alors lui, il a évoqué la possibilité d'un UFC à Bordeaux. Il dit ouais, Bordeaux, c'est à côté de chez moi. Si on fait un UFC là-bas, je peux vous garantir qu'on fait sold out très rapidement. Moi, je veux recombattre. Par contre, là, j'ai besoin d'un peu de vacances. Il dit maintenant, si je dois faire un main event, j'aimerais ça contre Gamrot. Ça ferait un peu le meilleur européen, parce que Gamrot est polonais, je le rappelle. Gamrot ou Poirier. Mais c'est vrai que Poirier, on lui a posé la question. Il dit ouais, il est impressionnant, il a fait un beau combat, mais il y a encore du travail. Bah, c'est vrai que nous, en tant que Français, on le voit peut-être un peu trop beau, Benoît Saint-Denis, ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Mais maintenant, là, il va seulement rentrer dans le top 15, hein, c'est mardi que les classements vont sortir. Même s'il était top 10, Dana White a dit, ouais, top 10 contre un top 2, top 3, ouais, ça peut se faire. Mais honnêtement, moi, je pense qu'il a besoin d'encore un ou deux combats. Je dis pas qu'il peut pas les battre, hein, on sait pas, il est en train de nous montrer qu'il peut tout faire. Mais par contre, d'un point de vue médiatisation, etc., je vois pas Dustin Poirier accepter un combat contre Benoît Saint-Denis. C'est risqué, et puis au niveau du ranking, il a rien à y gagner, ça ne le rapprocherait pas de la ceinture en cas de victoire. Donc je sais pas vraiment. Écoutez, il a aussi expliqué qu'il était sûr de son sol dans ce combat. On en avait parlé dans l'émission spéciale, que Frevola arrivait à te mettre au sol, mais qu'il n'avait pas des positions dominantes. Et il dit ouais, je savais qu'au sol, j'avais le dessus, donc j'ai pas défendu le takedown, je savais que j'allais rapidement pouvoir le renverser, et c'est ce que j'ai fait. Il dit suite à ça, j'ai vu qu'il voulait pas rester au sol, et c'est pour ça que quand il s'est relevé, je me suis dit que j'allais pouvoir le toucher. Écoutez, c'est sûr qu'il y a une des leçons de la soirée, c'est que quand on casse un corps à corps ou quand on se relève du sol, vaut mieux avoir les mains hautes, parce qu'entre Lopez qui a mis un magnifique KO à Sabatini et Benoît Saint-Denis qui en a mis un à Frevola, c'est la leçon du week-end de toujours avoir les mains bien hautes quand on casse le contact, j'ai envie de dire. Ensuite, Pereira, sur sa victoire, lui a déclaré qu'il avait brisé son adversaire petit à petit. Il dit ouais, moi vraiment, au début c'est vrai que j'avais du mal à manager la distance parce qu'il a un style vraiment très particulier, Prochaska, mais quand j'ai eu trouvé ma distance, petit à petit j'ai commencé à frapper, j'ai vu qu'il était plus dans ce qu'il voulait faire. Quand il devait avancer, il reculait, quand il devait reculer, il avançait, et du coup j'ai réussi à capitaliser là-dessus et à le mettre KO. Donc très belle performance. Et avant l'événement, il y a eu avant l'événement de l'UFC, il y a eu un petit accrochage dans New York entre un van de l'UFC et une manifestation qui avait lieu dans New York. Le van a commencé apparemment à se faire caillasser, à se faire frapper, et dans le van il y avait Jamal Hill, son manager, et Robbie Lawler. Alors Jamal Hill, il a filmé en disant ouais, je suis énervé, je comprends pas ce qui se passe, c'est quoi tous ces mecs qui tapent dans le van, faut les dégager de là, etc. Et apparemment dans le van il y avait Robbie Lawler, et le manager dit oui, lui Robbie il était très calme, il nous disait ouais, restez détendu parce que si les portes s'ouvrent, va falloir garder notre énergie pour ce qui va se passer. Et il aurait aussi dit apparemment, vous inquiétez pas si ça dégénère, c'est pas nous qui sommes le plus en danger. C'est du Robbie Lawler. Pour ceux qui connaissent pas, Robbie Lawler c'était ultra violent dans la cage. Vous allez voir son combat contre Rory McDonald. C'était magnifique. C'est un vétéran de chez vétéran. Il a fait de très beaux combats. C'était plutôt violent. Donc je vous encourage à aller voir ça. Puis pour ceux qui le connaissent, je pense que ça ne vous surprend pas de la part du personnage. Pour passer à autre chose, Khabib Nurmagomedov qui s'est exprimé sur un potentiel retour, il a dit ouais, moi c'est pas facile de dire non à 20, 30, 40 millions, c'est ce qu'on m'a proposé. Alors apparemment on lui aurait proposé ça pour revenir. Il dit mais moi j'ai dit que je reviendrai pas, je l'ai dit, j'ai pris ma décision, maintenant c'est fini. Bah écoutez, c'est très très fort mentalement parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient dit non à une telle somme. Son cousin Ousmane Nurmagomedov, lui, est suspendu 6 mois suite à son combat au Bellator dans lequel il a conservé sa ceinture. 6 mois, alors lui il s'expliquait, il dit ouais c'est une erreur de ma part, j'ai eu un traitement. Et là-dedans ça a donné des tests positifs. J'avais pas prévenu la commission, donc c'est de ma faute, mais comme j'ai fourni tous les documents, ma suspension n'est que de 6 mois. Sinon il aurait pris beaucoup plus, mais là comme il avait toutes les preuves, il a juste pas notifié la commission qu'il était sous traitement, et du coup forcément le test est revenu positif. Donc c'est pas de chance pour lui, j'espère qu'on le reverra rapidement. Ensuite, ce week-end, il y avait aussi les combats de Barnacle, du Gamebred Fighting, je sais plus comment, le nom exact, pour être honnête. C'est Masvidal, hein, c'est l'organe de la promotion de Masvidal. Le main event, c'était Roy Nelson qui s'est incliné, c'était pas un super combat. Roy Nelson, il a beaucoup cherché la lutte, beaucoup cherché à lutter, il s'est pas vraiment battu. C'est souvent ça, hein, le Barnacle en MMA, j'ai remarqué, j'ai regardé pas mal de combats. Nous, on veut que ça se passe debout, on veut voir du sang, on veut voir des KO, mais il y a beaucoup de gars qui vont chercher la lutte. Après, ça fait partie du jeu, hein, c'est pas de la boxe anglaise, c'est du MMA. Mais il y a un des combats pour lequel ça s'est passé debout, c'est Costa contre Knight, deux vétérans UFC, Knight ultra violent, mais là il a pas vu le jour. Il a pris un high kick dès le début du combat et il s'est fait détruire, honnêtement. Ça faisait mal à voir, il tenait plus debout, il a la tête à l'envers à la fin du combat. Par contre, ça faisait mal à voir, mais c'était un combat très intéressant.
Un petit mot du français Ramzan Jambiev qui a loupé sa pesée au KSW ce week-end de 4 kilos. Alors il semblerait qu'il ait fait un malaise dans les coulisses, tout ça, je sais pas trop, j'ai pas le détail de l'affaire. Donc on lui a changé son adversaire, il a eu un autre adversaire, il a gagné son combat au premier round par soumission. Donc écoutez, espérons que ce soit juste un pépin qui lui soit arrivé une fois et que pour les prochains combats, il arrive à faire le poids et à continuer son ascension au KSW. Et le français Si qui a signé à l'UFC en poids lourd léger, j'en parlais il y a 15 jours, il faut savoir qu'il est blessé, il s'est blessé à la main, et donc il explique que ça va repousser ses débuts UFC, mais que voilà, il sera quand même là. Il dit la moralité de tout ça, c'est de toujours bien se protéger à l'entraînement. Alors je sais pas ce qui s'est passé, est-ce qu'il a pris un kick par quelqu'un qui avait pas de protège tibia, ou est-ce que lui n'avait pas de gants, je ne sais pas, mais en tout cas, il est blessé pour l'instant, donc écoutez, on attendra son arrivée un peu plus tard dans l'année 2024, je suppose. Écoutez, on a fait le tour, je vous propose de passer à la minute auditeur. Et on commence la minute auditeur avec Busy Wayne Beat qui me dit que selon lui, que Cyril Gane, s'il devait affronter Tom Aspinall, il pourrait l'avoir en striking, mais par contre au sol, ce serait un peu compliqué. Je suis entièrement d'accord, je pense que debout, il y a match entre les deux. En plus, dans cette catégorie-là, tout le monde peut mettre KO tout le monde sur un coup. Ils ont un style assez similaire debout, ça bouge bien, ils ont des bons angles de frappe. Maintenant, c'est vrai qu'au sol, je donne un avantage à Aspinall, mais ce serait un super combat à suivre. Ensuite, on a Patrick qui me dit que selon lui, le combat qu'on a vu samedi soir entre Aspinall et Sergei Pavlovich, c'était le combat pour la vraie ceinture poids lourd. Alors écoutez, ça va faire débat encore, hein. Il y a des gens qui pensent que non, c'est Jones le champion, d'autres maintenant vont dire que c'est Aspinall. Suite à ce qu'il a fait samedi soir, Aspinall, tu mets Pavlovich KO au premier round, c'est sûr que ça fait beaucoup parler. Ensuite, on avait Cortogis qui me disait que selon lui, Cyril Gane aurait dû faire le déplacement à New York pour pouvoir faire son call sur Aspinall et que c'est un combat qui ferait du sens. Bah, c'est vrai que Cyril Gane, il est dans la conversation, il est tout là-haut. Maintenant, Aspinall a un petit peu envie de le faire galérer, comme j'ai dit, donc je sais pas ce que ça va donner. Le fait que Jones et Miocic doivent combattre, l'UFC va devoir faire combattre Aspinall à un moment, je pense, donc peut-être que Gane peut profiter de cette fenêtre de tir-là. Et ensuite, il y a Andy qui dit ouais, c'est vrai que Jones, on peut dire il est blessé, etc. Mais il dit ouais, selon moi, il n'a pas besoin de refaire un run chez les poids lourds et de combattre 5-6 mecs. Juste un combat contre le champion permettrait de montrer qu'il est le meilleur de tous les temps. C'est vrai, moi j'aurais envie de le voir rester, faire 5-6 combats, prendre les mecs les uns après les autres, les contenders, etc. Mais en soi, s'il veut être bien gérer sa fin de carrière, là il fait un combat, il bat Aspinall. Il aurait plus à gagner à battre Aspinall que Miocic, selon moi. Tu bats Aspinall et tu te retires, et là, y a rien à dire, quoi. T'es le champion. T'es le gars qui le mieux géré sa carrière, j'ai envie de dire. T'es le champion lourd léger pendant des années. Tu montes chez les poids lourds, tu fais 2 victoires. Une contre Cyril Gane, une victoire express. Une victoire ensuite contre Aspinall. Honnêtement, il n'y aurait rien à dire. Maintenant, seul l'avenir nous le dira. Écoutez, c'était une émission plutôt dense, hein. Du coup, vous avez vu, on a parlé beaucoup de l'UFC de 295, pas beaucoup d'autres choses. Demain, on parlera de Chito Vera, on parlera de Dylan Dennis, parce qu'avec l'UFC, ça se rapproche de plus en plus. Il a donné une interview ce week-end, je vais vous en parler. Et puis, il y aura bien sûr plein d'autres sujets. Aujourd'hui, on va voir le MMA Hour avec Ariel Elouani, donc il y aura des invités, ça va parler des événements de ce week-end. Il va y avoir des annonces, des déclarations. Écoutez, je vous dis à demain, 17h, salut!